Qu'est-ce qu'on pourrait entendre par élite, une fois que j'ai dit que ce soir, le thème, c'est la fabrication des élites africaines par méritocratie ou parrainage. Qu'est-ce qu'une élite, selon vous? Et justement, comment est-ce que vous entrevoyez son déploiement? Alors, selon mon entendement, effectivement, la notion d'élite est une notion croissante. Croissante parce qu'on part déjà du chef de famille qui est une élite. On continue par le chef de quartier, le chef de village, les différents responsables qui peuvent représenter une famille ou une communauté sont identifiés comme des élites. Oui. Ceux-là qui portent les fardeaux, les défis, les challenges d'une communauté et ont donc la matière pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Quand on va donc plus haut, que ce soit des fonctions dans l'administration centrale, que ce soit même dans le secteur privé, on a l'élite qui est simplement ces personnes ou cette personne-là qui est concernée par le quotidien des autres et qui réfléchit donc à trouver des voies et moyens pour leur mieux-être, pour leur bien-être. Maintenant, généralement en Afrique, on a vu l'élite comme soit c'est le chef de l'État, soit c'est le grand baron qui décide de tout et qui a même droit de vie ou de mort sur les autres. Pourtant, simplement, à mon entendement, les autres vont certainement ajouter une élite est ce serviteur qui a de la matière, qui a de la science, qui a de la compétence, qui a tout ce qu'il faut pour rayonner de manière agréable et positive dans son biotope. Une fois donc qu'on l'a dit, l'élite va donc partir de la nation à la sous-région. Par exemple, en Afrique, on a la CEMAC. Il faut que l'élite puisse rayonner, pas seulement dans son pays, mais dans la sous-région, mais progressivement dans toute l'Afrique, parce qu'au fond, l'élite africaine n'est pas juste les chefs d'État, mais c'est une mosaïque d'intelligence dans tous les segments de la société qui constitue donc un socle qui permet à l'Afrique de pouvoir se présenter au monde, relever les défis, porter les challenges, mais comme je l'ai dit, surtout garder ses bases et ses fondations. Donc dans un premier jet, c'est ce que je peux dire, l'élite est la personne qui est mise en avant, mais surtout au service des autres. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, patriarche François Bikoro, avec vous, on va justement faire un léger comeback en arrière pour justement prendre le marqueur qui est se sortir des indépendances, où justement on a vu une élite africaine rester ou alors être projetée aux affaires. On ne va pas faire le procès ici. On connaît l'élite Ojula, on connaît l'élite Focard, ceux-là qui ont été fabriqués par ces faiseurs de loi venus de Paris, de Londres, de Bruxelles, de Washington et autres. Est-ce que vous avez l'impression qu'au départ du colon, avec l'élite africaine qui prend le pouvoir, on peut dire que justement il y a eu une bonne transmission et que cette élite-là est parvenue à impulser le développement tel que préconisé lorsqu'elle prenait le pouvoir et arrivait aux affaires? Je voudrais pouvoir, avec votre permission, placer le décor. Allez-y. Parce que pour comprendre un certain nombre de choses, il faut comprendre l'environnement, la situation et les personnages. Oui. Quand il y a Dey dans mon village, il y a le cueilleur de vin de palme. C'est un homme essentiellement important dans l'événement qu'on va faire. Oui. Il doit produire le vin. Il y a le gars qui creuse les tombes. Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde de creuser une tombe dans mon village. Il faut être initié. Il y a la dame qui anime le deuil de la veillée en prononçant un certain nombre de paroles d'incantation qui permettent à ce que tout le monde qui est arrivé ce jour-là de fête de cet événement malheureux ou heureux, qui puisse avoir un message qui véhicule et qui influence le cours de la société. Il y a pendant la palabre un monsieur dont le rôle est de savoir parler aux gens. Parce que dans la douleur, il peut arriver que les gens soient mal à l'aise. Et lui peut mieux expliquer cette douleur. Quand on voit les sociétés ouest-africaines en son temps, vous allez voir que l'élite occupait une position d'influence et de pouvoir dans un secteur donné qui permettait que lorsqu'il lance un mot d'ordre, que les gens se reconnaissent en lui. Ce type d'élite s'appelait forgeron en son temps. C'était le type qui cousait les habits des tisserands. Oui. C'était le grand cultivateur du coin. Et c'était le chef. Lorsque les indépendants sont arrivés, je ferai un coucou comme ça à tous les analphabètes qui sont allés à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, laissant l'autre élite dont vous faites allusion. Oui.
celle dont la transmission des influences a été faite sur une base de perpétuation de l'ordre qui était là avant. C'est-à-dire que le colon, étant obligé de partir, a dû très rapidement procéder au remplacement du colon à la peau blanche par la peau noire. Et il vous a imposé un certain nombre de personnages qui vont jouer un rôle dans la nouvelle cour qui va se mettre en place. Oui. C'est là que vous appelez tout à l'heure les luttes audulatistes. Tout à fait. Parce que pour mettre un critère de convergence ou de divergence sur les gens qui ont remplacé le colon, vous allez mettre des critères qui sont erronés, qui ne s'adaptent pas à l'environnement. Et là, vous comprendrez que votre type d'élite, c'est celui qui est devenu par un mécanisme de masse. C'est-à-dire que vous faites comme on a vu une élection, l'autre jour, on en aura peut-être demain en ce qui concerne les maires et les députés. Il suffit qu'un certain nombre de personnages sans, comment on peut dire ça, ils n'ont pas de capacité, de qualité, de talent. Ils se retrouvent plus nombreux par rapport à une autre personne. Si on les met deux ensemble, vous allez constater que celui qui va être élite, oui, mise en place par un système qui n'a pas les mêmes critères que les critères de l'environnement, vous allez donc avoir un type qui devient député, qui devient maire, parce qu'au moment de l'élection, certains étaient au deuil hors du village, d'autres étaient malades, d'autres étaient frustrés. C'est assez caricatural ce que vous dites, Patriage. Ce n'est pas caricatural. Vous m'avez demandé de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Oui. Comme je peux vous dire que les analphabètes qui sont allés voir l'environnement du blanc, qui était en situation d'élite, et de celui qui fabrique les élites. Ils sont donc allés voir les gens de Djoula en France. Ils sont arrivés en plein hiver, ils se sont rendus à l'évidence que tout ce qu'on leur a dit concernant les critères d'élite ont été fracassés parce qu'ils se sont rendus compte que le blanc ment, le blanc pille, le blanc a peur, le blanc vole. Cependant que les élites qui avaient été choisies par Djoula, je dis ici au Djoula juste un générique. Oui. Un générique. Mais c'est quasiment le un générique situationnel. Oui. Ceux qui sont restés et qui auraient dû donc jouer l'influence par rapport à la situation de liberté dont avait besoin l'Afrique, ils sont devenus compradors. Et vous êtes donc rendu compte que les gens qui ont libéré l'Afrique, dont une influence sur les élites africaines, sont des analphabètes qu'on a appelés tirailleurs sénégalais. Tout à fait. Quand ils sont rentrés, ils ont dit le type d'élite qu'on vous a choisi là est une élite de perpétuation de la situation d'avant. Et on a donc, dans les années 50, jusqu'aux années 60, on a vu que l'Afrique a bougé. Parce que justement, des gens qui sont restés dans la posture de creuseur de tombes, la posture de cueilleur de vin, qui aide à l'animation de l'événement, ils sont venus dire le type d'élitisme qu'on vous a donné là n'est pas bon. Les Afriques se sont donc libérées. On sort donc de cette situation, on se rend à l'évidence que les mécanismes qui sont restés en place sont tellement forts qu'il a fallu beaucoup de temps jusqu'en 2025 pour qu'on se rende à l'évidence que les acquisitions de savoir savant qu'on a laissé en place, c'est-à-dire des gens qui ont fait de très bonnes études, oui, et qui se sont mis en influence perpétuant la volonté de la masse africaine de se libérer, d'être en situation de souveraineté, et ils sont demeurés élites. Mais il y a d'autres qui ont trouvé d'autres moyens d'être dans la cour, mais qui n'ont pas de capacité de qualité pour être appelés élites. Merci. Ça devient donc compliqué à ce Très moment-là. compliqué. Timothée Somba, nous sommes en 2025. Le patriarche nous a fait justement le feedback historique souhaité. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire, lorsque vous observez le déploiement de l'élite, qu'il y a une adéquation entre le peuple et son élite sur nos contrées africaines? On peut prendre pour référence notre pays, le Cameroun. Bon, je serai obligé de donner ma perception de la notion d'élite. Oui. L'élite peut être définie comme une personne reconnue comme intrinsèquement ayant des atouts qui lui permettent de se distinguer parmi la masse et susceptible d'impulser ou de porter les aspirations de la dite masse. Oui. Dans ce cas, on aura donc plusieurs types d'élites. Les élites traditionnelles, les élites intellectuelles, les élites sportives, les élites économiques, ainsi de suite. Mais la dimension de l'élite prend un ancrage dans la logique de la vertu. Oui. Parce que ce qui va différencier une élite d'un big man, si je m'en tiens aux travaux de Jean-François Médard sur la théorie du bigmanisme,
Le big man est cet entrepreneur politique qui capitalise les mêmes ressources, mais qui les met au service de sa clientèle. C'est ce qui a abouti donc au clientélisme politique. Et généralement, ce sont des entrepreneurs politiques. Ils ne rendent pas des services aux gens de façon vertueuse, de façon gratuite, pour la finalité collective. Mais ils rendent des services pour obtenir des gains politiques en retour. La question que vous me posez donc, en adéquation avec la thématique, crée ce choc-là entre la rationalité légale qui doit guider la dimension élitaire de la société et la fameuse question du patrimonialisme ou du néo-patrimonialisme. On va observer que dans la logique de rationalité légale, les élites sont reconnues pour leurs compétences que je peux qualifier de hors du commun. Je mets hors du commun entre guillemets. C'est pas pour dire que les autres ne valent rien. Alors, ils vont occuper des postes en raison de leurs compétences, en raison de leur qualification ou en raison de leur diplôme, qu'il faut-il le reconnaître, est une présomption de connaissance. Tout à fait. De compétences. De compétences aussi. Ce sera donc un type de savants serviteurs qui vont accompagner la collectivité, parfois sans se rendre compte elles-mêmes, les élites, qu'elles sont importantes. Et c'est Max Weber qui développe bien cette dimension dans son ouvrage intitulé « Le savant et le politique ». Par contre, à côté, on a une autre forme d'élite dont la sanction ne repose pas sur la méritocratie, mais sur les liens d'allégeance avec les parrains. Est-ce que c'est nouveau? Depuis Ojula au Cameroun, est-ce que ce n'est pas le même phénomène qui a conduit à ce que cette autre forme moins vertueuse d'élite qui a pignon sur nos rues puisse exister? Cette allégeance à un lobby, à un réseau qui permet à ce qu'on puisse se positionner sans avoir les vertus que mettait en avant le patriarche. C'est là où j'allais justement chuter. Oui. Donc, à côté de cette élite qu'on choisit, qu'on produit, qu'on forme sur la base de la méritocratie, on a donc une autre élite que l'on moule sur les critères d'allégeance. Le problème va se poser au niveau de la téléologie. Pourquoi? L'élite produite sur la base de la méritocratie aura toujours ce lien, la question que vous m'avez posée, avec la base. Parce que sa mission première est de servir le collectif. Alors que l'élite d'allégeance peut être sujette à ce que l'on appelle les dysfonctions dans la chaîne d'allégeance. Elle va donc davantage servir non pas le collectif, mais le parrain. Oui. Vous allez donc observer, si c'est le cas dans un gouvernement, qu'un ministre n'est pas jugé pour ses performances en termes de réalisation, de routes, de ponts, mais sur sa capacité à faire ce que celui qui l'a nommé, celui qui l'a placé là, observe ou apprécie. L'effet pervers de ce modèle de fonctionnement est que, à la fin, il y aura hiatus entre la base et les élites d'allégeance. Maintenant, puisque les deux logiques peuvent coexister dans un État, on va se rendre compte que le choix de l'option méritocratique ou de l'option d'allégeance dépend des enjeux politiques du moment. Lorsque les Blancs s'en vont, ils laissent un Cameroun à une élite minoritaire. Dans un contexte de coup d'État et autres, l'enjeu à cet instant était de contrôler les parcelles et de contrôler toutes les parcelles de pouvoir. D'où la nécessité de produire l'élite sur la base du critère d'allégeance. Oui. Mais on se rend compte aujourd'hui du parrainage. Parce qu'il fallait contrôler ceux à qui on confie la gestion de certaines choses. Mais aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, le patrimonialisme ne passe plus. D'où ce fameux hiatus qu'on observe entre la base et son élite. Au point où aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes docteur, professeur, au lieu d'être célébré, vous pouvez facilement être honni. Est-ce que le logiciel de production des élites
sur la base des allégeances de parrainage seul suffit encore à satisfaire les populations aujourd'hui. On va répondre à cette interrogation dans le déroulé. Je prends l'avis du docteur Ongeni sur le plateau. Alors, Timothée Somba met en avant deux types d'élites. Une qui est justement soumise à la rigueur scientifique, qui connaît de quoi il est question, et une autre qui doit son ascension à sa capacité à faire allégeance à tel ou tel réseau. Est-ce que lorsque un ministre ou un directeur général se retrouve à une situation de pouvoir et qu'il sait en son fort intérieur qu'il ne doit sa situation, sa position qu'à un lobby, est-ce qu'à ce moment-là, il y a grand chose à attendre de lui? Stéphane, on ne peut pas bâtir un pays en s'inspirant des loyautés. Il y a les travaux d'un Béninois qui a beaucoup travaillé sur la problématique, Aniyekin. Et quand vous lisez ces travaux, il vous démontre un peu comment l'élite a évolué. Et Timothée a si bien fait de le rappeler tout à l'heure. Il y a cette élite précoloniale, il y a cette élite coloniale. Et puis il y a cette élite qui a évolué avec notre environnement. Oui. Et quand je me rapproche de lui, en lisant ses travaux, je rentre un peu dans cette nouvelle élite-là, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Qu'est-ce qui la caractérise singulièrement? Laquelle? La nouvelle élite. Oui. C'est ce que l'on peut également appeler les influenceurs de notre temps. Ce sont des élites. Quand vous prenez par exemple Samuel Eto'o, c'est un influenceur. Oui. Dans le domaine du football. Il y a des influenceurs médiatiques, vous êtes un influenceur médiatique. Merci. Vous êtes une élite. Mais cette élite-là n'est pas dans l'ancienne école, parce que l'ancienne école voit l'élite politique. Et cette élite politique-là, elle est restée élite politique jusqu'à l'actuel. Oui. C'est-à-dire, elle n'a pas évolué. On s'est dit, l'élite doit rester l'élite politique. C'est un peu l'idée qu'on se fait aujourd'hui. Or, il faut bien savoir que l'élite est au centre du développement socio-économique et même politique Tout à fait. d'un pays et même du continent africain. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique a toujours baigné à l'intersection de la méritocratie et du parrainage. Mais il se trouve à un certain moment que le parrainage, sur le plan historique, jusqu'à ce jour, continue à dominer. Certes, la méritocratie est là, mais en réalité, on a l'impression que, quand vous observez un peu le train, ce que les économistes appellent le train de la courbe, Oui. on a l'impression que le train, n'est-ce pas, du parrainage prend le dessus sur... Il prend de plus en plus au-dessus. Oui, sur le train de la méritocratie. Et donc vous aurez deux courbes, une sera croissante et l'autre sera Avec quelle décroissante. conséquence? La conséquence, c'est le sous-développement socio-économique, parce qu'il va se poser à un certain moment les questions de gouvernance. Il est clair que lorsque vous avez opté pour un modèle de loyauté, la méritocratie n'est pas là. Et à la fin, la question de compétence peut se poser. Ce qu'on attend à la fin, c'est-à-dire l'output attendu, c'est ce que les populations attendent. Est-ce que cette élite-là, qui a été façonnée du point de vue de la loyauté, sert automatiquement la classe sociale qui attend, n'est-ce pas, que l'input, parce que l'input, il faut bien savoir que la question de l'élite, c'est un peu le capital humain en économie. Et ce capital humain, doté de ses compétences, n'est-ce pas, doit nous produire un output. L'output, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que les populations ont besoin. Alors, à compter du moment où cette élite, au quotidien, sa manière de gérer, sa manière de manager, et que les populations n'arrivent pas à ressentir, n'est-ce pas, le bien-être, c'est questionnable. Et on se pose bien la question de savoir, est-ce qu'on a opté pour le capital humain? Parce que la question de la méritocratie, c'est la question du capital humain en économie. Et le capital humain contribue au développement, contribue à la production. Et donc, l'élite africaine aujourd'hui est restée un peu dans cette approche, ma foi, coloniale, et puis élitiste sur le plan politique. Mais en réalité, on ne tient pas trop compte de la méritocratie et même d'autres élites qu'on peut fabriquer, qu'on peut davantage fabriquer. Parce que l'élite même qui s'auto-fabrique, parce qu'il y a une élite qui s'auto-fabrique, mais cette élite-là n'est pas
accompagner. Or, si on accompagne cette élite, c'est également une manière de la façonner. Merci, Dr Julien Nguéné. Dr Badjek, alors, à un moment, lorsque l'on observe justement le déroulé en termes de parcours d'élite, on a l'impression qu'au sortir des indépendances, ceux qui restent sont plus ou moins teintés d'une certaine compétence, puisque généralement ce sont des Africains qui ont fait des études en métropole, c'est à eux qu'on confie le pays. Aujourd'hui, nous sommes 60 ans plus tard, ceux-là à qui on a confié les pays africains sont pour la plupart en train de sortir du parcours, mais on a l'impression qu'on est dans un cycle de reproduction où ceux-là essayent en partant de laisser aux principaux strapontins de la République, des républiques, des enfants, des cousins, des cousines, des femmes, des neveux. Est-ce que ce modèle-là, si l'on s'en tient à l'actualité, aux actualités que l'on peut déceler ici et là, est capable de porter nos pays africains vers l'émergence souhaitée? Non, je pense que ce que mes prédécesseurs ont décrit, partant de l'historique même, ou on va dire de l'historicité, de la fabrication des élites jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui, en essayant de pouvoir faire une certaine typologie, n'est-ce pas, de leur appartenance à partir de deux grands vecteurs. Eh bien, on se rend compte que particulièrement en Afrique, les élites ont été cadenassées dans le néopatrimonialisme et ne peuvent produire que, n'est-ce pas, ce que l'on attend du néopatrimonialisme, c'est-à-dire que c'est de la valeur politique, peut-être, de la loyauté qui se perpétue, n'est-ce pas? Et la loyauté vis-à-vis de qui? De ceux qui ont parrainé, bien entendu. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que, n'est-ce pas, toute l'économie est produite en fonction des gens qui, en réalité, ne créent rien, aucune valeur ajoutée, pas d'économie de biens et de services. Pourquoi? Vous allez voir ici aujourd'hui, quand on va l'enfant en terminale, on commence à voir s'il va aller à l'ENAM, s'il va entrer au CU, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de valeur ajoutée, de création de valeur ajoutée. Alors que la nouvelle élite, dans les sociétés modernes, aujourd'hui, c'est en réalité les élites de l'économie numérique, c'est les élites diasporiques, c'est voilà, oui, de la musique, les élites même globalisées. Vous ne savez pas ce que ramène, n'est-ce pas, un haut fonctionnaire dans des organismes multinationaux. La diaspora. Voilà, la diaspora même. Donc, voyez-vous, on a fixé une élite aujourd'hui qui est une élite de nom. Et puis, on sait très bien les appeler, hein, tous ceux qui sont dans le protocole. N'est-ce pas? Vous savez comment est-ce qu'on les appelle? Respectifs. Il y a les élites politiques, les élites traditionnelles, les élites religieuses, qui n'apportent en réalité rien du tout au développement. Et la manière avec laquelle ils ont été sclérosés et entichés, n'est-ce pas, dans le néopatrimonialisme, ne crée que, en fait, des personnes qui n'apportent rien du tout, sinon la pérennité de cette vision toujours politique qui n'est pas mauvaise au départ. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait plusieurs. Je ne voudrais pas qu'on aille dans tous les sens. Je posais une question sur, justement, ce pouvoir qui avait été remis de façon plus ou moins compétitive, puisque ceux qui revenaient de Paris, de Bruxelles, étaient généralement des gens formés à l'école occidentale et qui avaient une présomption de compétence. Mais aujourd'hui, forcément, ceux à qui on confie les pays sont des gens qui sont avec nous ici, mais qui, par plus ou moins inclinaison, ou alors par ascendance ou descendance, sont ceux-là qui ont des affinités avec les tenants du pouvoir. Est-ce que vous percevez justement le résultat d'un tel basculement de pouvoir vers des gens qui peut-être n'ont pas les compétences adéquates et requises pour porter justement nos pays africains vers les émergences souhaitées? Oui, ben, nous sommes arrivés peut-être à la définition de l'élite aujourd'hui. Il y a des élites qui sont parrainées, qui arrivent, n'est-ce pas, à produire quelque chose, à être différents des autres. On ne va pas les condamner. Mais c'est qu'il y a... Qu'est-ce que l'on fait? Oui, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui de l'élite? C'est la question que vous posez. Aujourd'hui, les élites sont là, en dehors de ce que certaines créations vont créer, vont provoquer des fractures sociales, comme vous avez dit. De père en fils, on est officier, de père en fils, on est médecin, on est juriste, on est magistrat, ainsi de suite. Ça provoque une fracture sociale, quel que soit le cas. Mais aujourd'hui, il faudrait voir quelle est la productivité de l'élite. Et pourquoi? Est-ce que c'est une dynamique
Il y a quelqu'un qui a parlé aujourd'hui de la dynamique. Sur le plan des ressentis, est-ce qu'il est normal qu'on soit officier de père en fils, de neveu à cousin, de parents à tante, dans une seule famille, 8 officiers supérieurs? Est-ce que lorsque, dans un village, dans une contrée, quand on se retrouve avec ce genre de situation, est-ce que ça ne crée pas des frustrations ici et là? Que, par exemple, les Akono sont officiers supérieurs du village pendant 40-50 ans, alors qu'il y a quand même d'autres habitants. Il y a des traditions, hein. Il y a des traditions élitistes, malheureusement, de père en fils. Il y a des traditions qui existent. Il ne faut pas écarter ce genre de réalité. Oui. C'est-à-dire que vous avez un père qui est médecin et qu'il voudra à tout prix que son fils soit médecin. Il va le mettre dans les conditions idoines pour pouvoir arriver médecin. C'est pas ça qui est la question. Bon, peut-être que les familles que vous citez courent vite et sont résilientes. C'est pour ça que il y a beaucoup d'officiers à l'intérieur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut éviter que ce choix soit prépondérant par rapport au mérite. Et c'est ce qui choque aujourd'hui. Oui. Lorsque vous allez écouter, nous venons de vivre l'épisode de la campagne présidentielle. Vous avez vu dans les humeurs, n'est-ce pas, de la population, vous entendez une femme qui dit, mais mon fils a tout eu, il est là, il chôme. Qu'est-ce que l'on fait de l'élite? Est-ce que déjà il n'y a pas une sorte de mauvaise utilisation de cette élite parce que le pays n'a pas de vision? Quand vous envoyez des gens formés, être fonctionnaire au Cameroun est une fin en soi. Je suis désolé, on marche sur la tête. On ne produit aucune richesse avec le fonctionnaire. Le fonctionnaire est là pour réguler, n'est-ce pas, la vie de la nation et devrait être utilisé de manière homéopathique pour tenir certains pans, par exemple de la gouvernance de la République, n'est-ce pas, et aussi faire tourner les choses parce que l'État devrait contrôler, mais l'État ne devrait pas être le principal recruteur de l'élite ou bien d'autres choses. Aujourd'hui, dès que vous avez un enfant, il doit aller à l'ENAM, il doit aller au CHU, il doit faire ci, il doit faire ça. Et on ne produit rien. Mais pourquoi? Parce que c'est le système économique qui le veut. Et on reste cantonné. Économique ou politique? Non, c'est exactement. Est-il mieux aujourd'hui un parent? Économique, c'est la conséquence. Un parent qui a les moyens justement de garantir une place dans une école très prisée à son enfant que de l'envoyer dans le domaine, par exemple, de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est parce que c'est une course effrénée justement à ce qui est le plus facile possible et qui coûtera cher à nos jeunes États demain. C'est de ça qu'il s'agit. On court, bien entendu, vous et moi. Et moi, si aujourd'hui on me dit, bon, écoutez, mon enfant en terminale va en première année à sa licence, et qu'on me dise que je peux entrer à l'ENAM pour magistrat, je serais peut-être tenté de laisser ça. Mais on va dire un budget de plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. On ne sait jamais. Non, ce que nous voulons dire, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on puisse asseoir la vision économique sur la vision politique et voir ce qu'on va faire de la formation et de la création de l'élite. Vous voyez, lorsque l'élite diasporique arrive, elle est déjà formée, déjà constituée, elle essaie de voir dans quelle mesure elle peut investir, apporter une valeur ajoutée. Mais c'est cette élite-là qui achète des champs, qui produisent, qui essaie de faire des petites cellules d'agro-industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, il faudrait qu'on s'oriente autrement pour ma part. L'élite doit cesser d'être ce titre ronflant qui, à travers les cérémonies, se font distinguer, n'est-ce pas, par des appellations honorables de ceci. Et c'est extrêmement, c'est camerounais en réalité, hein, cette manière de les distinguer et tout. Et ça ne sert pratiquement à rien. Moi, je dis, le fonctionnaire est là pour faire marcher la République, les institutions et tous les rouages de cette République, l'aspect régalien de certaines actions de l'État. Très bien. Maintenant, il faudrait que nous partions vers une élite, celle-là qui peut encadrer une masse critique pour pouvoir assurer le développement du Cameroun. Et celle-là se situe dans d'autres horizons. Dans d'autres horizons qui sont la compétence, qui sont la multiplication des orientations de développement et toute autre chose. Merci, docteur. Jean-Moïse Mbok, je me tourne vers vous. Alors, beaucoup font aujourd'hui le procès à cette élite-là, l'entrée d'Occident dans les années 70, 80.
professeurs, docteurs, agrégés de ci et de cela, mais l'État des pays africains aujourd'hui interpelle, puisque c'est eux qui étaient censés porter justement ces pays-là vers des cimes en termes de développement et même en termes d'avancées scientifiques. On a l'impression que c'est plus embourgeoisé qu'autre chose. Lorsque vous êtes à Yaoundé et que vous connaissez le nombre de professeurs aux affaires dans notre pays, on peut quand même s'interroger sur leur capacité à porter l'ambition du développement et même d'émergence, qui est pourtant un slogan qui a été affiché par le numéro 1 Camerounais. Tout à fait. En fait, quand on prend l'historique, on se rend bien compte que c'est pratiquement dans les années 2000 que l'Afrique entre dans une réelle autodétermination, où on peut commencer déjà à se donner un objectif, se donner des cibles. Mais avant, il y avait une envie de réaliser un ensemble de concepts et de projets, mais qui étaient tout le temps ralentis, déviés par qui vous savez. Aujourd'hui, il faudrait bien qu'on comprenne que le problème, ce n'est pas l'élite. Parce que le problème n'est pas que l'élite. Oui. Le problème, c'est d'abord la vision qu'on se donne. Et là, je suis bien d'accord avec le colonel. Il faut que le Cameroun, pour ne parler que de ce pays, se dote d'une vision, et une vision qui sort de la parade à la conquête. Parce que s'il faut prendre un terme militaire, quand on parle de soldat d'élite, c'est un soldat qui sort du lot et qui a une capacité d'atteindre une cible que tout le monde n'atteindrait pas facilement. Donc, à ce niveau, pour qu'un soldat soit compté comme l'élite, c'est un soldat qui a rentré dans l'axe de la prouesse, qui à une certaine distance peut atteindre une cible précise. Mais ça part des thèmes de référence que nous nous donnons en tant que Camerounais et de la vision que nous voulons atteindre. Par exemple, sur le pan de l'industrialisation. Oui. Aujourd'hui, nous voulons nous industrialiser. Vous allez voir que le problème, ce n'est pas l'élite ou la compétence de l'élite, mais c'est la vision que nous voulons atteindre. Une fois que cette vision est définie, l'élite va se réajuster, va se recadrer et va se mettre aux normes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que justement, vous avez au Cameroun une élite universitaire qui finit par se reconvertir en élite dans l'agriculture ou politique, tout simplement parce que la cible est définie et l'objectif est clair. Quand l'objectif est clair et la cible est définie, vous allez vous rendre compte que devenir une élite dans le sens de l'exception, dans le sens de la particularité, va devenir facile. C'est pour ça que dans ma définition de l'élite... Pourquoi est-ce qu'on a l'impression donc sur le plan opérationnel, cette élite-là échoue? Puisque bardé de diplômes, avec présomption de compétence, avec reconnaissance internationale même pour certains, mais arrivé sur le plan opérationnel, vous êtes ministre de ci ou de cela, malgré vos diplômes, sur le plan justement du rendu, il n'y a pas de résultat. C'est pour ça que je parle d'élite qui est confrontée à la parade nationale. Donc c'est les cérémonies, c'est les événements, oui, c'est des rencontres. Et l'élite qui est confrontée à la mondialisation, donc qui a une cible à l'international à aller conquérir. Et là, on rentre dans la compétition. Vous ne partez plus au hasard. Parce que quand on parle même de la diaspora, en fait, on parle des diasporas. Parce que la diaspora malienne, la diaspora burkinabé, la diaspora nigérienne et la diaspora camerounaise n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes buts à atteindre. Oui. Parce que certainement ailleurs, les objectifs sont clairs. Ils sont clairement définis. Quand on dit à une diaspora que le but est d'ouvrir, par exemple, un fonds d'investissement qui va appuyer tel secteur ou tel domaine, l'attitude de la diaspora est différente. Quand on établit une vision, un objectif à atteindre, ça forge l'élite à pouvoir commencer à porter du fruit et atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui, moi je n'ai pas envie de tirer simplement sur l'élite, mais il faudrait qu'on se détermine à avoir une vision dans tous les différents secteurs qui font le Cameroun pour qu'on puisse avoir une élite efficace. Ça, oui, ça veut dire que depuis pratiquement 50 ans, nous sommes en navigation à vue et qu'il n'y a pas de vision justement stratégique pour porter la mission d'émergence. Alors qu'on a les gens qui sont minimalement certifiés, docteurs, professeurs et autres. À quel niveau est-ce que justement le saut pas qualitatif, anti-qualitatif se fait, puisque ils sont professeurs, ils sont docteurs, mais ne parviennent pas à impulser le développement? Mais Stéphane, c'est là le problème. Premièrement, vous avez suivi la campagne présidentielle qui vient de se terminer, où les partis d'opposition prenaient la peine de rappeler qu'il y a un sérieux problème de gouvernance, parce que
et de communication de la dynamique dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Beaucoup de Camerounais voient l'émergence comme de nouveaux bâtiments, les routes, les hôpitaux. Non, ce n'est pas que ça. L'émergence, c'est la conquête du marché mondial. L'émergence, c'est de pouvoir produire, vendre, pour pouvoir attirer des devises, donc des richesses. Alors, la majorité des personnes au Cameroun aujourd'hui voient l'émergence comme avoir de très bonnes routes, avoir de très bons hôpitaux. Malgré cette vision assez novatrice, ces partis d'opposition n'ont pas été suivis. Ces partis d'opposition n'ont pas été suivis, c'est un autre sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est l'élite et la vision. Et je veux qu'on reste là-dessus. Oui. Parce que si on ne reste pas là-dessus, et vous l'avez dit, on sera en train de partir dans tous les sens. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le problème, ce n'est pas l'élite seulement. Le problème, c'est la vision. Et si je me tiens au discours d'investiture du président Biya, il a commencé à fixer un cap, donner des orientations, des objectifs à atteindre quand il parle des jeunes et des femmes. Là, on devient plus précis. Quand il parle d'industrialisation, on devient plus précis. Et moi, j'ai envie de dire que je lui accorde un blanc-seing en disant, OK, Au président Biya? oui, OK, vous avez annoncé ceci, voyons ce que ça va donner. Mais Stéphane, et j'insiste là-dessus, il faudrait bien qu'on comprenne que quand on parle d'élite, on parle de personnes exceptionnelles, qui ont des capacités pour l'intérieur et l'extérieur. Et c'est à ça qu'il faut qu'on tourne nos élites aujourd'hui. Au point où, quand on parle de mon village, par exemple, qui est très fertile, que l'élite de chez nous ne se voit pas juste comme le titre et le grade qui vient impressionner les gens au village, mais comme la personne qui a la capacité d'apporter et d'impulser réellement le développement dans tout ce que je peux produire dans mon village, en termes financiers, en termes de relations, en termes même de relèvement du niveau de la jeunesse de mon village. C'est comme ça qu'on voit l'élite, en fait. Quelqu'un qui peut impulser, amener les gens à être meilleurs, apporter, si vous voulez, des vertus qui produisent des richesses. Le docteur Nguyen n'a pas parlé, par exemple, du sport tout à l'heure. Quand une élite comme Samuel Eto'o arrive quelque part, c'est-à-dire que on devrait réunir tous les jeunes qui ont quand même des talents et des compétences dans le football, avec qui il s'entretient à la base. Mais qu'est-ce qu'on réunit aujourd'hui? Ce sont des copains, c'est des amis, des gens qui vont venir lui faire des cafés, des saluts, ainsi de suite. Donc son influence n'est même pas comprise jusqu'au détail. Celui qui est journaliste, par exemple, c'est lui qu'on devait amener en fin d'année vers les enfants. Vous voyez souvent en fin d'année des enfants qui sont très brillants, aller le journal à la fin de l'année, ainsi de suite. C'est les Stéphane Barga qui doivent encadrer ce genre d'enfants et même pendant les vacances, essayer d'échanger avec eux pour nourrir cette passion et la développer. Pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que, et je l'ai dit dans mon propos premier, je reste entièrement positif, je reste persuadé, même péremptoire, que l'Afrique peut faire des choses extraordinaires. Mais ça va passer par se renouveler, se réinventer, mais se parler dans une dynamique claire et simple. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et où est-ce qu'on peut l'apporter pour créer des richesses? Merci. Quand on a vu ça comme ça, on ne passera plus le temps juste à tirer sur nos élites, mais on va réfléchir à une gouvernance d'action qui permet d'aller dans d'abord l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, pour pouvoir produire des richesses. L'intelligence est là, la compétence est là. Il faut maintenant qu'on entre dans l'existentialisme, comme disait Jean-Paul Sartre, pour pouvoir passer à l'action, produire, travailler, s'autodéterminer et ne pas croire qu'on va arriver par hasard. Mais c'est le fruit du travail de tous et de chacun. Merci Jean-Moïse Mbok.